je suis très content, si vous voulez bien, de recevoir la directrice de l'hôpital, de la HEGP déjà, qui remplace en définitive la directrice générale de tout le groupe, en quelque sorte. Et donc, bienvenue, voilà, déjà welcome. Merci. Welcome. Et je suis heureux de faire venir un de mes amis, on peut l'appeler comme cela. C'est un sociologue, vous voyez, comme quoi, entre les sociologues et les médecins, ça peut quelquefois bien se passer, même si nous n'avons pas obligatoirement le même regard du même endroit, puisque nous avons des disciplines différentes. Et c'est ce qui fait en quelque sorte souvent le sel. On risque de ne pas souvent être d'accord, mais nous avons une préoccupation à chaque fois que nous faisons quelque chose, c'est le baser sur une méthodologie, c'est-à-dire des éléments de raison qui nous permettent d'avoir un discours, et pas tout simplement avoir des préjugés. Et pour aujourd'hui, j'ai pensé qu'il était important que l'on aborde des choses extraordinairement difficiles, que justement Bernard a écrit dans un certain nombre d'articles que je lui ai demandé dans la revue internationale que je dirige, et qui est à la fois le problème de la vulnérabilité personnelle, constitutionnelle, sociale, vous voyez, comme quoi il y a plein d'acceptions en définitive à ce terme. Donc déjà, là où les vulnérabilités, vous allez voir comment il vous le présentera, et deuxièmement, en quoi ces vulnérabilités et le handicap, qu'est-ce que c'est que le handicap aussi, et est-ce qu'il n'y a pas de la stigmatisation un peu derrière tout cela? Est-ce qu'on ne risque pas de stigmatiser des gens sous prétexte qu'une société peut-être ne s'est pas totalement adaptée aux conditions de personnes qui n'ont pas toutes les possibilités, voire les facultés qui sont requises théoriquement pour une vie en commun possible. Alors voilà un peu pourquoi je l'ai fait venir. Alors très rapidement, on va te demander pendant 20 minutes, j'essaierai de pas trop de t'interrompre, c'est un peu le jeu, tu me diras. Et parce qu'il y a souvent des fois où je ne comprends pas. Tu sais, quand on vieillit, on en arrive et il y a de temps en temps où je perds un peu la mémoire. Tu comprends? Donc il est important que tu me redonnes des définitions. Eh bien, à partir de là, après, on discutera tous ensemble, parce que je pense qu'on est peut-être tous un peu dans des situations, comme cela vous présentera, où le handicap ou la vulnérabilité pourra. Et bien sûr, nous demanderons à notre directrice, si elle le veut bien, d'intervenir, et pourquoi pas de conclure, ça serait très bien. On fait comme ça. Allez, on démarre. Bon, bonjour. Écoutez, Christian vient de le dire. D'abord, merci de votre invitation. Je viens régulièrement chez vous à peu près tous les ans, parce qu'Olivier Saint-Jean, que je connais bien, me concède royalement 1h15 dans sa capacité à gérontologie pour que je parle des politiques vieillistes. Et l'an dernier, je me suis offusqué parce que Sophie Moulias, qu'on connaît bien, avait une journée entière pour parler de l'éthique, ce qui est vrai, et je lui dis, tu me donnes qu'1 heure. Alors, je lui dis, tu me donnes qu'1 heure, il m'a dit, je te donne un quart d'heure de plus. Voilà. Olivier Saint-Jean, c'est le patron de toute la gériatrie au niveau du groupe hospitalier pour ceux qui ne le connaissent pas. On se connaît très bien. Donc, merci beaucoup. Christian m'a dit, c'est un sujet vachement compliqué. Alors, je vais essayer d'être précis, ce qui n'est pas toujours ma capacité majeure. Sur les termes, alors, on a déjà parlé de 2 termes qui sont extrêmement compliqués, vulnérabilité et handicap. Ça paraît des termes simples, mais on va voir qu'ils sont complètement déformés. Et puis moi, je vous donnerai un autre terme qui va être, en quelque part, une équation de passage, c'est le terme d'accessibilité. D'accessibilité au sens large. Christian vient de le dire, on va voir que des situations de handicap, on va voir que vulnérabilité et handicap, ça n'a pas de sens si on ne parle pas de situation. Situation de vulnérabilité, situation de handicap. Alors, si j'essaie de faire bref, j'ai un article qui circule, que vous pourrez avoir parce qu'il est sur, mon ordinateur. Il va être publié donc ce mois-ci, où il a été publié l'an dernier dans la revue que Christian a citée, il a été publié. Et j'ai fait cours la semaine dernière à Cergy-Pontoise, à un DU de soins palliatifs, donc des gens qui s'occupent des personnes en fin de vie, sur cette question-là. Donc,
vulnérabilité, on va revenir aux racines, vulnus, vulneris, du latin, la blessure. Et vulnérable, dans le dictionnaire français, celui qui peut être blessé. Et s'il peut être blessé, c'est qu'il y a des choses qui sont blessantes. Et ce qui est intéressant, mais on n'ira pas plus loin, c'est que si vous regardez, mon père était prof de latin, français, grec, si vous regardez vulnerabilis en latin, vulnerabilis a gardé la double signification, je peux être blessé, mais je peux blesser, ce qui est quand même assez surprenant. Et on verra en quoi les gens dits vulnérables, à la fois peuvent être blessés, mais peuvent aussi nous blesser. Et je pense, on en parlera, je suis dans un hôpital ici, tiens, au passage, je vous conseille absolument de voir l'émission ce soir qui passe sur Arte. Elle est présentée dans Le Monde d'hier soir, dans le ventre de l'hôpital. Voilà, ça a été filmé à Saint-Louis pendant plusieurs mois, notamment sur une équipe de chirurgiens, sur les difficultés de l'hôpital. Et on voit que là, les gens vulnérables, ce ne sont pas les patients, ce sont les soignants, de ce qu'il décrit. C'est très intéressant. Donc, vulnérable peut être blessé. Et ce qu'on entend beaucoup dans le jargon, y compris de la part de gens très qualifiés, c'est qu'on mélange toujours les personnes fragiles et les personnes vulnérables. Si vous avez bien suivi ce qui s'est passé au moment du cyclone machin, d'Irma, alors j'ai appris que quand même, avant tous les cyclones étaient féminins, et puis depuis quelque temps, les femmes américaines se sont insurgées. Donc il y a une liste de prénoms féminins et masculins, et ça change. Parce que jusqu'aux années 70, les cyclones n'étaient que féminins. Je vous laisse réfléchir sur ce que ça veut dire. Je vous laisse l'explication que vous pouvez donner, surtout si vous êtes un mec. Bon, donc, cette question de fragilité, l'être humain, par définition, est fragile, fragilise, qui peut casser. À tout instant de la vie, quelle soit sa position sociale, on peut casser. Par contre, on a beaucoup dit les populations de Saint-Martin étaient vulnérables. Or, c'est faux, il faudrait aller jusqu'au bout. Les populations de Saint-Martin sont vulnérables au cas où ils sont exposés à un ouragan de force 5. Vous voyez bien que la fragilité, c'est une espèce de statique. On est tous fragiles, plus ou moins. Dès que vous êtes sur vulnérabilité, vous êtes dans un processus dynamique. Je ne vous cite pas tous les gens que j'ai lus là-dessus, il y a beaucoup de gens intéressants, vous verrez sur mon article, je pense aux philosophes, je pense à Ricoeur, on reviendra sur la vulnérabilité linguistique, qui est à mon avis quelque chose qui me travaille beaucoup aujourd'hui. Comment certains d'entre nous sont plus fragiles que d'autres et donc plus vulnérables parce qu'ils n'ont pas les codes du langage. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Vous êtes ici dans un hôpital, vous avez un toubib, entre guillemets, pas très précautionneux, j'imagine bien qu'il n'y en a pas ici, il va vous parler avec ses termes techniques. Si vous n'avez pas les codes et que vous n'osez pas l'interrompre, vous n'allez rien y comprendre. Donc, le fait, vous êtes fragile, vous avez une pathologie, le fait d'être exposé à un hôpital avec des gens qui ont des conditions de travail difficiles fait que ça vous rend vulnérable dans l'exposition aux infirmières, aux médecins, à l'institution hospitalière. Ce n'est pas la directrice que je vais rappeler, ce que c'est qu'une institution hospitalière qui fonctionne avec des normes et des procédures qui actuellement rendent souvent très vulnérables tous ceux qui y travaillent. Ce qui pose à mon avis un vrai problème. Voilà, on pourrait en discuter, même si c'est un peu caricatural. Moi, comme sociologue, je ne fais que dans les caricatures. Voilà, j'ai l'habitude depuis très longtemps. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, retenez que vulnérabilité, on n'est pas vulnérable, comme le dit très bien une psychologue que j'ai beaucoup citée, on est vulnérable à. On est vulnérable à. Là, aujourd'hui, devant vous, je suis vulnérable à vous, parce que vous êtes susceptible de me dire au bout d'un quart d'heure, on n'y a rien compris, vous n'avez pas fini vos phrases. C'est ce que me disent mes étudiants en général. Hein. J'ai beaucoup l'habitude. Monsieur, vous ne finissez pas vos phrases, vous êtes déjà dans la phrase d'après. Je dis, mais il ne tient qu'à vous de mettre de l'ordre dans mon discours, et si vous ne le faites pas, c'est votre faute, c'est pas la mienne. C'est vachement commode. Hein. Quand mes étudiants ne comprennent pas, je leur dis, bah, vous n'avez qu'à poser des questions quand vous ne comprenez pas. C'est ce que vous ferez tout à l'heure. Donc, retenez déjà, vous avez une chose principale, on n'est jamais vulnérable, on est en situation de vulnérabilité. Et je prends l'exemple d'ici, si demain vous avez alors on va venir sur le handicap, si demain vous avez une déficience ou une pathologie, on va voir que le mot handicap en France est extrêmement confus, car la France est un pays qui confond la notion de handicap, la déficience, je peux être paralysé des membres inférieurs, c'est une déficience, je peux avoir une insuffisance coronarienne, une insuffisance respiratoire, mais si je suis paralysé des membres inférieurs, je ne suis pas forcément désavantagé socialement si je peux me procurer un fauteuil roulant confortable et si tout mon environnement est accessible au fauteuil roulant.
En 2 coups de cuillère à peau, je vous ai parlé de la classification internationale du fonctionnement, que les Français connaissent très mal, l'OMS, mai 2001, la CIF. Il y a des déficiences. On peut tous avoir des pathologies, tu disais tout à l'heure on parle comme de vieux, hein. On est à peu près du même âge. Voilà, on peut avoir des défaillances, on peut effectivement avoir des déficiences qui sont des défaillances de mémoire, on peut avoir une défaillance auditive, on peut avoir une défaillance visuelle. Je le dis souvent à mes étudiants, c'est très intéressant. La déficience visuelle, elle touche beaucoup de monde. On a effectivement pour des problèmes, soit de naissance, soit d'avance en âge, des problèmes de correction. On considère qu'à partir du moment où vous êtes corrigé correctement, alors je ne vous parle pas du prix de l'optique, ce qui est un vrai problème, mais vous n'êtes pas désavantagé socialement, puisque vous pouvez avoir facilement accès, facilement entre guillemets, à des appareillages qui vont vous permettre de voir normalement. Vous n'êtes pas désavantagé socialement. Or en France, il y a une très grande confusion, et je le dis souvent parce que dans notre milieu c'est très prégnant, des gens qui entendent mal. Ils ne peuvent pas s'appareiller, moi je sais parce que ma compagne est appareillée, un appareil auditif de bonne qualité c'est 1500 € par oreille aujourd'hui, c'est clair. Et je suis sans doute dans les bas de gamme. Donc suivant l'assurance que vous avez, vulnérabilité, ou que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas vous appareiller. Et là, vous voyez que votre déficience se transforme en désavantage social, puisque entendant mal, vous n'entendez pas dans les conversations, surtout quand elles sont à plusieurs, vous risquez de vous isoler. Or, en France, on mélange ces 2 termes, que la classification sépare bien. Il y a des déficiences, qui sont des pathologies, d'ailleurs dont la plupart sont réversibles, à condition qu'on veuille bien s'en occuper. Je pense par exemple à une pathologie très connue qui est l'incontinence, sur laquelle mes copains médecins me disent qu'on pourrait beaucoup mieux rééduquer que ça, même s'il y a des progrès. On voit bien qu'il y a des pathologies qui sont considérées, parce que les gens vieillissent, comme irréversibles, alors qu'elles sont tout à fait réversibles. On pourrait tout à fait discuter de ça. Ensuite, derrière les déficiences, vous avez des limitations d'activité. La personne qui entend mal, effectivement, elle va limiter ses déplacements, elle va limiter sa sociabilité, parce qu'elle n'a pas envie de se trouver isolée, ou elle n'a pas envie d'être stigmatisée. Tu as raison. Alors, il y a un bouquin qu'il faut absolument lire, qui est très connu, qui est Goffman. Goffman est un sociologue canadien des années 70. Le bouquin de Goffman que j'ai en tête, 1975, c'est les usages sociaux du handicap. Et Goffman utilise le mot de stigmate. Il y a des discrédits. Hein, le discrédit visuel n'est pas forcément un stigmate. Le discrédit auditif en France est un stigmate. Clinton était appareillé. Alors je ne sais pas qui ne s'y trompait être appareillé, parce que Clinton, sa déficience est d'un autre ordre pour moi. Elle n'est pas simplement auditive. Mais je ne le fréquente pas assez pour vous en dire plus. Donc, parce que ça commence à devenir croustillant, là. Oui. Donc, retenez vulnérabilité, mot difficile, exposition à l'autre, une dynamique. Je vais vous citer une définition, parce que j'ai travaillé pour vous ce matin, ça ne m'arrive pas souvent de travailler. Hein, mais Christian, il a le chic pour me faire travailler. Je vais vous trouver une définition que j'avais trouvée très bien. Le tout, c'est que je retrouve dans mes notes qui sont bordéliques. Voilà, mais bon, mes étudiants sont à peu près habitués. La vulnérabilité, ça c'est un sociologue suisse. Il s'appelle Marc-Henri Soulet, je ne le connaissais pas. Je cite aussi une des sources qui m'a beaucoup plu. C'est un bouquin d'une historienne, une fille de Normal Sup qui est à Lyon, qui s'appelle Axel Brodiès-Dolino, qui a fait tout un bouquin collectif qui s'appelle Vulnérabilité sanitaire et sociale de l'histoire à la sociologie. Et donc dans cet article, dans ce bouquin, il y a un article de Marc-Henri Soulet. La vulnérabilité n'est pas une propriété en soi, alors qu'on pourrait dire que la fragilité est à la fois la grandeur et la faiblesse de l'être humain. Blaise Pascal disait « Un arbre ne se connaît pas misérable, l'homme est grand en ce qu'il se connaît misérable ». Hein, Blaise Pascal, 1600 et quelques, voilà, vous chercherez, je n'ai pas la date exacte. La vulnérabilité n'est pas une propriété en soi, mais le fruit d'un rapport daté et signé entre des propriétés individuelles et les propriétés du contexte. Ça, c'est un peu du jargon, propriété individuelle, votre singularité, le contexte. Dans un contexte hospitalier, dans un grand hôpital comme la HEGP, il y a des vulnérabilités qui ne seront pas dans un autre hôpital, peut-être plus petit. Par contre, à contrario, vous avez aujourd'hui des avantages à être dans un grand hôpital parisien, parce qu'en matière de clinique, de connaissances, vous serez infiniment mieux soigné que le petit hôpital local qui n'a jamais vu passer votre situation. Vous voyez, chaque fois, entendez bien que les choses ne sont jamais ni simplement positives, ni jamais négatives. Voilà.
Donc, en d'autres termes, cela revient à dire que des individus singuliers sont vulnérables dans certaines conditions et dans celles-ci simplement. Donc, moi qui ai fait toute ma carrière, bon, je ne vous ai pas dit, mais j'étais directeur d'un service de maintien de domicile toute ma carrière professionnelle, j'entends dire aujourd'hui les personnes âgées sont vulnérables. Mais merde, surtout quand vous faites commencer l'âge à 60 ans, et quelquefois c'est même 50. Qu'est-ce que cette connerie, 60 ans et plus, il y a 16 millions de personnes. Qu'est-ce que c'est que ce discours qu'on entend tout le temps? Je pourrais vous regarder, moi je regarde très souvent par intérêt professionnel, enfin par obligation professionnelle, BFM, CNews, LCI et France Info, hein, les 4 chaînes d'avant. Écoutez les conneries que racontent les journalistes dans l'imprécision des termes, y compris dans l'imprécision des experts qu'ils invitent, assez souvent. Bon, donc la vulnérabilité, les personnes âgées sont vulnérables. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? À quel âge est-on âgé? Vous avez tous un âge, à ce que je sache. Pourquoi ça serait les plus 2 qui seraient âgés? Et où est-ce que vous faites passer le plus 2? Moi, c'est simple, quand on demande aux gens à quel âge on est âgé, ils ajoutent 15 ans à leur âge. Et plus on avance en âge, plus on ajoute. Je trouve ça très très intéressant. Les gamins de 5 ans, c'est leur petit frère ou petite sœur de 10 ans. Et puis c'est les parents. Les parents, c'est bien sûr leurs parents. Et puis au fur et à mesure qu'on monte comme ça, quand on pose la question aux gens en France, à quel âge est-on âgé, chacun, faites l'expérience pour vous, chacun ajoute 10, 15 à 20 ans à son âge. Voilà, vous saurez. Donc la notion de personne âgée, pour moi, elle est stupide. C'est aussi un article que Christian m'a fait écrire qui s'appelle « Les personnes âgées, un sujet très mal traité en 2 mots. C'est un sujet qui est mal posé. » Et j'ai appris de ma formation initiale d'ingénieur que si la question était mal posée, il y a peu de chances qu'elle soit bien traitée. Voilà. Parce que j'ai eu la chance de faire un certain nombre de formations différentes. Donc, ce que dit toujours ce Suisse, il faut considérer les moments, les situations qui actualisent pour la potentialité, on pourrait discuter, pour des individus singuliers d'être vulnérables, en fonction de leur qualité. Ça veut dire quoi ce jargon? Ça veut dire que si on sait que quand on vient à l'hôpital, on est peut-être plus fragile que d'habitude puisqu'on a eu une pathologie particulière. Donc on est déjà plus fragilité que la moyenne. Le passage à l'hôpital est triplement vulnérabilisant. Premièrement, vous n'êtes plus dans vos habitudes de vie habituelles. Et c'est vrai que quand je vois des gens de 85 ans, alors je sais pas, moi j'ai été plusieurs fois à l'hôpital aussi, ben, on n'est jamais très content d'aller à l'hôpital, mais effectivement, plus on avance et plus on a des fragilités importantes, plus on peut être déstabilisé par le passage à l'hôpital. D'où l'idée effectivement d'essayer de ne pas envoyer des gens qui sont en situation très fragile. C'est tout l'ambulatoire dont il est en question. Donc vous y êtes, vous êtes effectivement dans un milieu inconnu, peut-être que vous sentez un peu hostile. Deuxièmement, vous êtes devant des gens dont vous ne connaissez pas forcément le langage. Et je dis effectivement, nous avons tous il ne s'agit pas de cartonner les médecins, les soignants, nous avons tous un langage codé. Si on discute avec Christian, est-ce qu'on se laisse aller dans le champ des personnes âgées, je vais vous parler des RPA, je vais vous parler des maillages, je vais vous parler des clics. Dans 3 secondes, vous n'y connaissez rien. On est dans un monde d'acronymes qui sont redoutables. Redoutables. C'est la vulnérabilité linguistique de Ricoeur et de Guillaume Leblanc aussi, hein, que j'aime bien. Et je pense que c'est une des vulnérabilités la plus importante aujourd'hui. Je lisais l'autre jour un article qui a été fait sur les gamins. En maternelle, ils ont fait des études. Il y a des gamins qui possèdent 300 mots de langage. Il y a des gamins qui possèdent 3000 mots. Alors, je ne sais pas s'il faut en posséder 3000, mais vous imaginez bien que le gamin qui a 300 mots aura peut-être plus de mal à se faire comprendre, à moins qu'il compense par une capacité particulière. Et j'aime bien ce que dit Bentolila. Bentolila, c'est un linguiste. Je l'ai entendu un jour sur France Inter. C'était très simple. Il disait, on est vulnérable quand on n'a pas les mots pour s'expliquer et pour se faire entendre. Retenez ça, je trouve ça génial. On est vulnérable quand on n'a pas les mots pour s'expliquer et se faire entendre. Et ça, je trouve ça quand même vachement intéressant. Et Ricoeur dit, si vous ne pouvez pas dire, on ne vous entend pas, et si on ne vous entend pas, on ne vous voit plus. Et donc, vous voyez comment la vulnérabilité linguistique va amener ce que Guillaume Leblanc appelle une invisibilité sociale. Ça veut dire que si les gens, moi je vois bien, je rencontre des gens de mon secteur, s'ils ne sont pas branchés, qui ne connaissent pas le dernier acronyme, je pense en matière de coordination, c'est l'horreur. J'ai parlé volontiers tout à l'heure forcément des RPA, personnes âgées en risque de perte d'autonomie, et des MADA, maison d'accueil du Alzheimer, maison d'accueil pour l'intégration des malades Alzheimer, qui sont devenus, c'est absolument dément, méthode d'action pour l'intégration dans le champ de l'autonomie des services de soins à domicile.
Ça veut dire, au moment, en 2013, quand on a quitté le plan Alzheimer, on a gardé le même acronyme pour dire des choses complètement différentes. Comment voulez-vous que le citoyen de service, il comprenne quelque chose? Ce qui fait que le rapport de la CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, que j'ai vu au mois de juin, il dit il y a 3 définitions des Mayas. Il y a les Mayas à l'ancienne, le plan Alzheimer 2008-2012. Il y a les Mayas, les méthodes d'action, qu'on appelle Maya tout court, et il y a la structure qui porte la Maya, qui s'appelle la Maya. Vous avez compris? Comme disait Heisenberg sur le principe d'incertitude, si vous avez compris, c'est que je me suis mal expliqué. J'aime beaucoup ce que disait Heisenberg. La mécanique quantique est un peu compliquée. Je vous dis ça sous forme de boutade. Or, dans tous les milieux que nous fréquentons, les acronymes circulent. Donc, la vulnérabilité, vous êtes là devant des gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour vous expliquer ce que vous avez et qui vont vous l'expliquer logiquement avec les mots qui sont les leurs, qui sont les mots de leur formation, qu'ils échangent dans les stars. Moi, je travaille grâce à Christian, j'ai donc rejoint son labo il y a 4 ans, et là, je travaille beaucoup avec des jeunes et soins palliatifs, avec Marcel Louis Gallard, que j'adore, qui est un équerre. Quand ils se mettent à parler entre soignants, des produits et tout ça, mais je les arrête au bout de 5 minutes en lui disant mais c'est du chinois pour moi, c'est du chinois, je n'y comprends rien. Donc vous voyez, vulnérabilité linguistique, vachement important. Handicap, pour ne pas être trop long, vous avez entendu, il y a des déficiences, mais c'est le regard social qui va transformer la déficience en désavantage. Et notamment le manque d'accessibilité, alors là c'est toute la définition, je suis au comité d'éthique des paralysés de France. Je vous donne aussi quelque chose qui m'a été très précieux, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Un jour, un monsieur d'une 40aine d'années, en fauteuil roulant, je lui dis, c'est quoi la vulnérabilité pour toi? Il me dit, c'est très simple. Avec mon fauteuil roulant, quand je traverse un passage côté à Paris, si le temps de passage au feu n'est pas suffisant par rapport à ma vitesse de déplacement, je suis vulnérable. C'est génial, c'est génial. Je pense que tout de suite, ça vous donne ça. Et vous savez que dans un certain nombre de pays d'Europe du Nord, plus vous montez, plus l'environnement est accessible, éventuellement vous avez des couloirs réservés aux personnes en fauteuil roulant, je pense à Montréal, entre autres, ou bien vous avez effectivement des temps, notamment de feux rouges, qui sont alignés sur celui qui va aller le moins vite. Quand je vois une vieille dame s'embarquer avec sa canne, une très vieille dame s'embarquer avec sa canne sur un passage, surtout que peut-être elle n'a pas très bien vu, elle va s'y mettre alors que le feu vient de passer au rouge pour les piétons, on voit bien que là, on voit bien que la question de l'accessibilité, si on veut effectivement diminuer les situations de vulnérabilité, si on veut diminuer les situations de désavantage social, ça demande que la société, ce que tu disais tout à l'heure, la société tout entière soit adaptée sur les rythmes de vie des plus longs. Or, comme par hasard, on est en train d'adapter la société. J'ai pris il y a 15 jours le nouveau TGV pour Bordeaux avec des Suisses qui étaient venus uniquement pour prendre le TGV, c'était extraordinaire. Donc ils se sont plantés devant le wagon-bar pour que la vitesse arrive, il y a des compteurs énormes, et quand la vitesse arrive à 320, puisqu'on peut monter à 320 en vitesse commerciale, ils ont pris leurs photos comme des malades. Aujourd'hui, ils étaient ravis, je leur ai expliqué plein de choses. Ils étaient venus exprès de Fribourg en Suisse pour prendre le TGV français, à 320 à l'heure. Je veux dire, on marche sur la tête. Je cite quelqu'un d'autre là que j'ai pas écrit dans mon article, mais si vous voulez lire un des bouquins très intelligents que j'ai lu ces dernières années, c'est Christian connaît mes maraudes, c'est Rosa. Rosa, c'est le nom d'un sociologue allemand de l'université de Jena, Hartmut, qui veut dire à la fois, je crois, courageux et je sais pas, courageux et fort ou quelque chose comme ça. Hartmut, c'est Rosa, c'est accélération. Alors, accélération, je ne vous conseille pas accélération, parce que c'est un bouquin, bon, peut-être vous pouvez lire, hein, c'est 500 pages. Mais il a eu la bonne idée de refaire un petit bouquin plus petit, qui s'appelle Accélération et aliénation. Et la vraie bonne question de Rosa, c'est pourquoi est-ce que dans tout, il faut aller aussi vite? Bon, je trouve que c'est une très bonne question. Pourquoi tout ce qu'on fait, il faut le faire à la grande vitesse? Et la question que je trouve extraordinaire est liée, finalement, on devrait tous se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Ben, je peux vous dire que si vous vous posez la question, tout à chacun qui cavale après je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Lisez ce petit bouquin de Rosa, c'est un des meilleurs bouquins que j'ai lu, Accélération, c'est à la découverte, accélération et innovation. Donc vous voyez, si on veut réagir sur situation de handicap, situation de vulnérabilité, aussi bien dans un hôpital comme ici, auprès des soignants, comment un soignant peut être moins vulnérable en peut-être parlant moins vite, en utilisant moins de termes techniques,
en prenant, l'autre jour, un toubib me dit, moi, des fois, les toubibs, il me dit, je m'aperçois que quand je m'assois à côté des gens, j'en apprends beaucoup plus. Ok, camarade, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'était quelqu'un d'un peu chevronné qui me disait ça. Il me disait, tu te rends compte, il avait fait un travail d'éthique avec nos petits copains de Marne-la-Vallée, avec Eric Fiat, sur la douleur. Et il nous disait benoîtement, à 60 ans, un patron de CHU, je me suis aperçu que si je prenais le temps de m'asseoir à côté des gens et de discuter avec eux, et bien déjà une partie de la douleur avait disparu et que j'en apprenais beaucoup plus. Je lui ai dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, vous voyez, retenez, je pense que la vulnérabilité, si on sait que c'est une situation, que ce n'est pas un état de fait, tout un chacun, mais ça nous arrive aussi à nous, hein, parce que nous pouvons aussi rendre les soignants vulnérables, hein, là je me situe plutôt comme patient, nous pouvons rendre les soignants vulnérables par méconnaissance de leur travail, par méconnaissance de leurs difficultés, voilà, hein, et donc la vulnérabilité, alors je vais finir là-dessus, Agatha Zielinski, qui est une philosophe que j'adore. Agatha est philosophe de l'éthique à Nancy, elle est bénévole en soins palliatifs. Agatha, elle dit, si on veut bien réfléchir, qu'est-ce qu'on peut échanger entre nous, notre commune vulnérabilité? Les situations de vulnérabilité d'un soignant ne sont peut-être pas celles du patient, mais ce qu'on peut échanger, effectivement, c'est sur notre situation commune de vulnérabilité, qui est au fond notre profonde humanité. Voilà, je vous laisse sur ces propos. Si vous voulez lire, c'est la revue Études de 2007, un article d'Agatha qui s'appelle « Notre commune vulnérabilité ». Et je trouve ça tout à fait passionnant. Voilà, je m'arrête là. Alors c'est intéressant ce que tu dis, notre commune vulnérabilité. Est-ce que ça veut dire pour autant que nous partageons une vulnérabilité qui serait commune? Je ne le pense pas. C'est-à-dire que nous créons nous-mêmes des vulnérabilités à l'autre. Et le problème, c'est de la prise de conscience, justement, de comment. Et si on prend la relation médecin-patient, depuis longtemps, nos collègues sociologues de Poitiers, si je ne me trompe pas, ont énormément travaillé sur la relation médecin-patient et ont montré qu'il y a des codes. Les patients connaissent les codes par rapport à leurs médecins. Les médecins eux-mêmes, de la manière dont fonctionnent les codes, choisissent une certaine patientèle, comme ils le disent. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui va voir n'importe quel médecin, surtout lorsqu'il est installé, etc. C'est-à-dire que les codes sont adaptés. Et on l'a vu de la manière dont tu as commencé ton discours, qu'est-ce que c'était intéressant, parce que en même temps, tu as essayé de nous dire que, en fonction du nombre de mots qu'on avait, en fonction des sens multiples que l'on pouvait avoir sur on appelle la polysémie, en quelque sorte des mots eux-mêmes, etc., eh bien, il y en avait certains qui pouvaient être handicapés par rapport à d'autres, en définitive, ou se trouver dans une situation difficile de compréhension. Mais on voyait, ayant fait latin, grec, etc., comment en même temps l'explication que tu as donnée au début du mot vulnérabilité a éclairé tout le monde et a permis à chacun de faire les liens partant du principe, et ça c'est important, que tout le monde est capable de compréhension. Et c'est là où je viendrai, c'est-à-dire que, quelles que soient les personnes, que ce soit les patients, que ce soit les malades, le fait de rester dans son monde et ne pas créer des ponts avec les autres, déjà, ça c'est un élément qui est un élément, je dirais, de stigmatisation de l'autre. Pour revenir à ce que tu disais dans ton dernier mot, c'est-à-dire que nous ne partageons pas une vulnérabilité. Nous sommes créateurs nous-mêmes de la vulnérabilité de l'autre. Et nous devons, en définitive, par l'explicitation de ce que l'on veut dire et de ce que l'on veut communiquer, justement, le pont de sens, en quelque sorte, que nous voulons développer avec l'autre. Donc, c'est ce que Paul Ricoeur, pour prendre cet exemple, appelle la sollicitude, en quelque sorte. Et c'est là d'où arrive la confiance. Vous savez que notre ministre, Madame Buzyn, vient de nommer Gérald Kiersek, qui est un journaliste qui, tous les matins sur Europe numéro 1, à 6h moins 10, je vous le dis, c'est un peu tôt, d'accord, eh bien, explicite exactement la médecine. Et c'est tellement clair, en 2 minutes, d'expliquer des sujets extraordinairement faciles, que Madame Buzyn lui a demandé d'être à la tête d'une mission. Et
cette mission, elle est pour recréer en quelque sorte la confiance entre les patients et les professionnels de santé. Or là, ce qu'on vient de dire, c'est tout à fait ce que Gérard Kiersek doit faire. Il était hier dans mon bureau pour me demander pour discuter un peu avec moi, mais je crois que c'est dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui, parce qu'il a en grande partie comment on crée la confiance, c'est en se mettant à disposition de l'autre, en permettant la compréhension d'une chose difficile que l'on veut énoncer, qui est souvent une chose émotive, qui peut être obscure, et dont il est important de clarifier par rapport à l'autre à la fois l'intention qui nous fait la dire, que pour quelles raisons nous le faisons vis-à-vis de l'autre, et de la mettre en mouvement. Et tu as employé le mot dynamique, parce que sinon on place les personnes dans des situations de vulnérabilité, en plus de leur handicap, qui fait qu'ils sont sourds, ils sont ceci, ils sont cela, etc. Vous vous rendez compte comment on peut très bien en arriver, non pas l'individualisme, mais de ne penser en définitive qu'à soi, d'être dans son monde, et en fait de heurter, en quelque sorte. Et est-ce que c'est pas cela qu'on appelle le lien social, en quelque sorte? Rousseau, lorsque les républicains, je ne sais pas ceux qu'ont fait la République plutôt, les Lumières, Rousseau, comme valeur, voyait la socialité. Est-ce qu'on n'est pas proche de ça, la socialité? Est-ce que la socialité, c'est se mettre au niveau de l'autre, c'est partager avec l'autre, c'est une compréhension mutuelle, je reprends là encore, compréhension mutuelle, respect mutuel, c'est la sollicitude souvent ricoeurienne. Donc, qu'est-ce que tu en penses un peu de cette folie que je viens de dire? Est-ce que ça correspond tout à fait à ce que tu viens de dire? Non, c'est pas du tout une folie. Moi, je reviens sur Agatha. Je pense que ce qu'a voulu dire Agatha, nous n'avons pas les mêmes vulnérabilités, mais nous pouvons échanger sur quelque chose qui nous est commun. Et ce qui est commun, c'est notre expérience de la vulnérabilité. Je prends juste un exemple. L'an dernier, j'ai été amené à... Je suis originaire de la Nièvre. J'ai été amené à travailler à Nevers, l'hôpital Bérégovois, avec les bénévoles de Jalmave, jusqu'à la mort, accompagné à la vie. Et les bénévoles de Jalmave voulaient que je leur parle de la vulnérabilité des patients qu'ils accompagnent. Et moi, par un malin plaisir, je leur aurais parlé de la leur. Ça leur a pas plu. Ça leur a pas plu. Parce que bien sûr, comme ils étaient bénévoles, ils étaient en position dominante. Moi, ce que j'aime bien chez Agatha, c'est ce que m'a appris mon prof de socio à Nanterre-la-Rouge en 1974. C'est la dépendance, c'est la condition humaine. Albert Memmi disait... Nous sommes tous alternativement dépendants et pourvoyants. Quelqu'un qui vient à l'hôpital est dépendant des soins qu'il les reçoit, mais l'hôpital, il a besoin d'avoir des clients pour vivre. Hein, bon, voilà. Et c'est aussi bien qu'ils n'y restent pas très longtemps, parce qu'après, ils coûtent cher. La fameuse DMS. Je dis ça sous forme de boutade. Et en 1974, Memmi nous dit, ce qui est intéressant, c'est que les pourvoyances et les dépendances, elles alternent. La personne, le patient de l'hôpital est dépendant de l'hôpital pour les soins, l'hôpital est dépendant du patient pour son équilibre financier. Et je trouve intéressant, et ce que dit Agatha finalement, c'est que la vulnérabilité, à un certain moment donné, ça nous concerne tous, même s'ils ne sont pas les mêmes. Moi, si je suis avec des gens, je pense par exemple à des gens qui sont très difficilement compréhensibles au niveau de la parole. Je pense aux gens qui sont IMC, les infirmes moteurs. Je travaille beaucoup avec le monde du handicap. C'est très compliqué. Quelqu'un est vulnérable parce qu'il ne peut pas se faire entendre. Et vous êtes aussi vulnérable parce que vous n'arrivez pas à comprendre, et vous êtes aussi malheureux que lui, parce que d'une certaine façon, parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous voyez, la vulnérabilité, elle est... Donc, moi je comprends Agatha, ce qu'elle dit, nous avons tous à un moment donné des vulnérabilités, soyons-en conscients. Alors que très souvent les gens disent, c'est l'autre qui est vulnérable. Moi, je suis au-dessus, la position de domination. Ce que tu viens de dire là, moi, ça me fait penser à une chose, c'est qu'il ne suffirait pas d'avoir simplement des techniques de communication de manière à ce que l'autre vous comprenne. En fait, le problème, c'est le problème existentiel de chacun. C'est-à-dire, chacun se trouvant dans son existence comme étant une personne vulnérable et comprenant sa finitude, parce que le mot finitude est aussi un mot très important, c'est notre finitude, on mourra tous, hein, donc par définition c'est inhérent, il n'y a pas de problème.
eh bien, c'est par ce sentiment de l'expérience existentielle, en quelque sorte, que l'on est capable de communiquer avec l'autre, quitte à l'aider dans une compréhension. C'est ça que tu viens de dire. On peut le dire comme ça. Vous avez sûrement plein de questions, parce que vous êtes sûrement, vous-même, vous êtes sûrement dans des situations. Je ne regarde pas trop à gauche, parce que ce sont les fameux bénévoles qui sont là, qui sont en surplomb, n'est-ce pas? Mais ils ont le droit de prendre la parole. Pas tous, pas tous. Alors, je dirais, ce qui me paraît compliqué, c'est prendre conscience tenez, parlez dans la chose que tout le monde est compter. vulnérable. Parce qu'effectivement, quand on regarde notre société comme elle fonctionne, on a vraiment l'impression qu'il y a toute une partie de la société qui ne prend absolument pas conscience de la vulnérabilité de l'autre, ni de sa propre vulnérabilité. Donc comment on peut arriver à progresser? Non, parce que je pense au langage, etc. C'est vrai que tous les gens qui sont au chômage, on ne les comprend pas, on irait sur la route, enfin tout ça, personne ne prend conscience de la vulnérabilité de l'autre, ni de la sienne. Ce que vous dites est un problème très très délicat à traiter. Je vais faire une métaphore. Il se trouve que le journal Le Monde sort depuis quelque temps, tous les jeudis, un bouquin sur les mythes grecs. Et que comme par hasard, la semaine dernière, c'était sur Achille. Le talon d'Achille. Tout le monde ne le sait pas, ça, hein. Le talon d'Achille, je vous raconte l'histoire en 2 mots pour ceux qui ne sauraient pas. La maman d'Achille, pour le rendre... Non, la maman d'Achille, je ne sais plus comment elle s'appelait, elle avait l'habitude de noyer tous ses enfants. Donc elle les noyait dans le fleuve des enfers qui s'appelait le Styx. Et donc elle a essayé de noyer Achille en le tenant par le talon, parce qu'il fallait bien le tenir. Mais Achille a survécu parce qu'il a la bonne idée trempée de fermer les yeux et la bouche. Donc Achille a survécu contre toute possibilité. Et les autres du Styx l'ont rendu invulnérable. Sauf que, à l'endroit où sa maman le tenait, le talon d'Achille, si vous connaissez la tétralogie de Wagner, c'est la même chose pour Siegfried, qui se baigne dans le sang du dragon, et il y a une feuille de tilleul, j'ai traduit ça en allemand, le tilleul c'est die Linde, il y a une feuille de tilleul qui se pose au moment où il se baigne, donc Achille, si vous suivez la guerre de Troie, Achille a fini, alors qu'il se considérait comme invulnérable, a fini par être tué par une flèche que les dieux ont dirigée vers son talon d'Achille. Ce que tu dis, c'est que tout le monde a un talon d'Achille, mais il y en a qui sont tellement sûrs. Je ne pense pas à ceux qui nous gouvernent actuellement, mais j'y pense très fort. J'y pense très fort. J'y pense très fort. Il y en a, mais il n'y a pas que celui auquel vous pensez. Hein. Il y en a qui ont... Non, mais moi je vois bien, il y en a qui ont été construits et formatés, et ça c'est redoutable, dans l'idée qu'ils étaient invulnérables. C'est les grandes écoles. Ayant été dans une grande école, je peux vous dire que c'est de quoi je vous cause, parce que quand vous avez 17 ans, quand vous arrivez en maths sup, on vous dit, vous êtes l'élite de la nation, texto, hein, vous serez les cadres de demain, vous saurez toujours. Quand vous avez 17 ans, je peux vous dire que ça marque. Moi, j'ai mis du temps avant défaire de ça. Hein. Et nos petits camarades d'énarques, qui ne sont pas mes petits camarades, ils sont persuadés qu'ils sont invulnérables et qu'ils savent tout sur tout. Donc, ce que tu dis, c'est tout un processus d'apprentissage. Est-ce que dès le début, on pourrait montrer aux gens que non, il y a toujours des endroits... on dit c'est mon talon d'Achille. Oui, quand vous êtes corps à pied comme moi, on sait ce que c'est en plus qu'un talon d'Achille. Mais là vous touchez toute, notamment en France, hein, parce que dans d'autres pays européens c'est différent, vous touchez toute la façon dont on éduque certains dans l'idée qu'ils sont les meilleurs et qu'ils n'ont rien à apprendre des autres. Les énarques sont redoutables de ce point de vue-là, même si je caricature un peu redoutables. Pour revenir encore entre les deux choses, c'est-à-dire pour revenir... Quand tu causes, tu me détraques. Non, ce qu'il y a, c'est que je touche à tout. Je ne peux pas m'empêcher de toucher. Eh bien, pour revenir à nos deux termes, vulnérabilité, nous plaçons les autres dans des situations de vulnérabilité. Tout à fait. Arrêtons de parler de personnes vulnérables. Nous plaçons les autres personnes dans des situations vulnérables. Et nous sommes tous fragiles, et je dirais pas simplement en termes de déficience, en termes de normalité. Je pense que normalement nous sommes tous déficients d'un côté ou de l'autre. Regardons au niveau de notre génome, regardons au niveau de tout cela. Je me rappelle, j'ai moi-même une tare, vous avez devant vous un taré. Bon, est-ce que j'ai pu avec ça parce que la goutte, on appelait ça une tare, pour prendre cet exemple. Donc, et le fait d'avoir la goutte, tout simplement,
étaient rapportés à bien manger, tout ça, alors qu'il y a aussi des possibilités d'échappement, de circuits métaboliques, etc., qui font que vous vous retrouvez avec ça. Mais c'est pour montrer que la normalité même est faite de déficiences. La normalité est faite, justement, et le drame, c'est l'idée que nous faisons de quelque chose qui serait pur, de quelque chose qui serait accompli, quelque chose qui serait parfait. Et je crois qu'il n'y a rien de pire, et c'est ce que j'entendais par rapport aux énarques, etc., c'est avoir l'idée à un moment que l'on puisse incarner cette espèce de suprématie de tout savoir et d'être, pourquoi pas d'être Dieu, je plaisante, mais tout ceci pour montrer un peu comment se préserver peut-être un tout petit peu de ce mouvement-là, et on voit ce qu'a été le paternalisme par les médecins, je parle des médecins en particulier, qui s'estimaient jusqu'en 1988, on peut dire à peu près, hors la loi. Pourquoi 1988? Parce que c'est simplement la loi qu'on appelle Urguier-Seruskla, relative en fait à la recherche médicale. Et bon nombre de neurochirurgiens qui, je me rappelle le nom, je ne le dirai pas, il était cédé depuis, bien entendu, et qui disaient, mais voyons, ces lois ne nous concernent aucunement, comme s'ils étaient en dehors des lois. Or maintenant, il n'y a pas un seul collègue qui se permettrait, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, d'avoir une telle réponse. C'est évident. Donc pour montrer comment on peut être dans un climat, dans une situation où on vous conforte à cause de votre statut social, bien souvent, dans une position de surplomb, alors que le problème, en définitive, c'est d'avoir cette critique, cet aspect critique de ce que l'on est, une certaine humilité, je ne sais pas si le mot humilité, peut-être comme Montaigne en parlait, de dire que tout est vanité, il l'avait pris quelque part. C'est mon patron, ça, Saint-Bernard. Omnia vanitas et vanitatum. Tout n'est que vanité. Le compte, il est quand même extraordinaire. Vous avez sûrement d'autres questions à poser. Ah, Florence. Et je peux vous dire qu'il marche. J'ai beaucoup de choses à dire, mais le non-respect de la vulnérabilité, c'est la production de violence. Et moi, je voulais citer juste un exemple que j'ai vécu en oncologie, parce que vous parlez de cette vulnérabilité par rapport au langage, par exemple. On peut parler des personnes âgées, mais aussi, puisqu'on dit qu'aujourd'hui, notre population en France est en grande difficulté d'unité, c'est le choc des classes sociales. Moi, je me souviendrai toujours de ce jeune de Trappes qui avait 20 ans, qui est mort d'un cancer du testicule. Il est mort sans savoir qu'il allait mourir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je le voyais, je lui disais, mais est-ce que vous avez bien compris ce que vous a dit le médecin? Il me disait non. Moi, je revenais. C'est-à-dire que ce jeune homme, il avait un langage très limité. Il s'était affranchi de sa famille parce qu'il vivait avec sa petite amie et que sa religion lui interdisait. Donc, il était un peu en marge. Les parents, on leur a appris le décès de leur fils. Personne ne savait rien. Ce gamin-là ne comprenait pas ce que lui disait le médecin. Et le médecin ne se rendait pas compte que son patient ne comprenait pas, qu'il ne comprenait pas. Donc, on parle des personnes âgées, mais il faudrait peut-être aussi parler de toute cette population qui aujourd'hui vit. Moi, je me souviens toujours, le quartier m'a parlé de son quartier en vase clos, avec un échange limité, des éléments de langage très sommaires. C'était tragique de voir ce jeune de 20 ans qui est mort, sans savoir qu'il allait mourir, qui est mort, qui a vu son corps se dégrader sans avoir aucune explication de ce qui lui arrivait. Donc je veux dire que les médecins sont parfois aussi dans la toute-puissance, qui leur empêche aussi d'entendre, de remarquer que leur patient n'a rien compris. Voilà, c'est un petit témoignage. Et puis pour parler des déficiences que l'on provoque, aujourd'hui il faudrait peut-être parler des nouvelles méthodes de l'hôpital. Moi je pense beaucoup aux personnes âgées quand on dit qu'on va développer la chirurgie ambulatoire. Comment ça va se passer quand on aura plus de 75 ans ou 80 ans? On doit prendre un rendez-vous, on appelle sur un call center. Il faut être bien entouré pour prendre un rendez-vous dans un call center. Je ne parle même pas de maîtriser le français. C'est pas évident quand on appelle un call center. Moi, je l'ai fait pour moi-même. Il faut être très très vite, très réactif. Et les gens qui sont isolés, on va provoquer la fameuse fracture numérique, la fameuse... Voilà. Donc ça, il faudrait peut-être aussi montrer que ça, c'est producteur aussi de violence pour les gens qui sont à l'extérieur et qui ne peuvent pas aborder l'hôpital comme un lieu pour aller mieux, pour se soigner, et non pas pour y vivre une violence organisationnelle.
Vous venez de montrer exactement ce que c'est en définitive que la situation dont on parle de vulgarisme. Vous voyez, j'ai 68 ans, j'ai l'air encore d'être un peu jeune, et moi aussi je deviens sourd, vous vous rendez compte. Et il y a un an... Mais tu as assez d'argent pour ce Ah non, il y a un an, comment dire, le docteur Lacoureille, qui est ici et qui me fait un audiogramme, me dit, ben, vous devriez vous faire appareiller. Mais moi, vous savez, l'esthétique, c'est important, je vais rester tout le temps un peu jeune, tout, etc. Donc j'ai repoussé, elle m'avait dit, revenez dans un an. Donc, j'ai retéléphoné. Il a fallu que je téléphone sur 3 jours. Parce que c'était tout le temps occupé. Et il a fallu que je passe par un collègue. Ben oui. Mais la plupart des gens ne connaissent pas de collègues. Il faut des réseaux, sinon... Vous vous rendez compte un peu? C'était difficile. Donc, alors, il n'y a pas que l'autocommunicateur, il y a la manière dont on fonctionne nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte avec nos horaires. J'ai dirigé un service qui était assez marrant, c'était pour les migrants, c'est pour les migrants, pour les personnes précaires. Et il a fallu, parce qu'on avait des problèmes financiers, il a fallu qu'on supprime 2 infirmières. Et donc on traitait bien sûr les personnes aussi le samedi complètement. Et il a fallu fermer le samedi, ce qui fait que les personnes précaires, les personnes qui travaillaient mais qui étaient dans des voitures, ils passaient leur vie dans des voitures, on savait, les travailleurs pauvres, tout, etc. Et on n'était plus autant accessible. Donc, de la manière dont les systèmes, c'est ça que je voulais dire, et les institutions, qu'on comprend bien pour des notions de production, de productivité, qui sont des idées, qui deviennent très concrètes, que l'on peut développer dans des processus de gestion, puis ensuite des processus adaptatifs, en quelque sorte, ce qu'on appelle le management, etc. Eh bien, il y a une réflexion éthique forte à avoir là-dessus que nous sommes en train d'entreprendre et qui n'est pas obligatoirement dans de tels programmes. J'en parle d'autant plus. Vous savez, il y a un médiateur national qui s'appelle Édouard Couty, qui est venu un peu vers moi, on a discuté. Il m'a dit qu'il faut absolument qu'on réfléchisse aux problèmes éthiques qu'il peut y avoir, justement dans le fait que des médecins n'arrivent plus en définitive à côtoyer leurs collègues, et on arrive à de la violence, y compris contre eux-mêmes. Vous imaginez, vous savez, c'est pas pour rien que je parle ici à la HEGP, ça a été une grande souffrance, n'ayons pas peur de le dire. Eh bien, lui-même est en train de venir en disant, la psychiatrie, c'est pas sûr que l'apport de la psychiatrie, la médecine du travail, est-ce que c'est vraiment son objet, etc., etc. Et venant vers moi en disant, est-ce que c'est pas le multidisciplinaire qu'il faut? Est-ce qu'on n'est pas justement dans tous ces processus de personnes qui n'ont pas eu les accès possibles et qui en définitive relèguent les différents personnels. Donc on voit, c'est pas seulement les patients, c'est aussi les personnels eux-mêmes qui peuvent dans des situations de vulnérabilité créées soit par des individus, par les institutions, qui doivent en définitive être prises en compte. En fait, c'est la prise de conscience, en quelque sorte. Qu'en penses-tu? Je ne suis pas persuadé que tout ce qu'on est en train de dire là aujourd'hui soit déjà donné dans des cours pour nos futurs médecins, pour prendre cet exemple, et peut-être pour les infirmières, je ne sais pas, parce que souvent les infirmières sont un peu en avance sur ces questions-là. Mais en tout cas, je pense que ceci mériterait, et que dans un café éthique, on réfléchisse comme on le fait là, m'apparaît très important. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oh oui. Non? Vous sentez tous vulnérables, bien entendu. On peut dire un mot. Moi je suis très sensible à ce que vous dites sur la fracture numérique. Parce qu'elle traverse les générations, c'est pas une question d'âge, elle traverse les territoires. Hein, parce que moi je suis ici dans ma Nièvre natale, ben, ça passe quand ça en vit. Hein, et ce que vous dites, c'est redoutable. Et qu'en fait, sous prétexte de progrès, à mon avis, sous prétexte de rentabilité maximum, on pourrait en discuter, on crée beaucoup plus de difficultés, voire de dépenses. Et là, je travaillais la semaine dernière avec la CARSAT de Bordeaux. Donc la CARSAT, c'est la Caisse de retraite et de santé au travail, sur l'introduction de la robotique dans les EHPAD. Je ne sais pas si vous savez, mais la robotique est à nos portes.
Hein, on a 3 ou 5 millions de chômeurs et certains trouvent intelligent de mettre des robots en EHPAD. Et on avait une discussion là-dessus, je peux vous dire qu'elle était vive du point de vue de l'éthique. Là, je trouve qu'on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et ce que vous dites sur les trucs où vous heurtez, on vous dit sinon faites le 1, faites le 2, faites le 3. En fin de course, vous restez devant personne. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'horaire papier à la SNCF. Les déclarations d'impôts sont automatiquement... On est en train d'exclure la moitié de la population française. Tant qu'on n'aura pas réussi à réduire l'inégalité scolaire qui est dès la maternelle. Moi, je discutais l'autre jour avec Dominique Versini, qui est la maire adjointe de Paris, c'est l'ancienne défenseur, des enfants. Et Dominique me disait, la sélection sociale, elle est faite en maternelle. En maternelle, tu as des gamins qui ne comprendront pas le monde qui les entoure, ce que vous dites. Non, mais le problème, c'est il faudrait qu'il y ait un mouvement citoyen important en disant, il y en a ras-le-bol de ces conneries, quoi. On aimerait peut-être trouver quelqu'un en face de nous au téléphone. Je peux vous dire que ma compagne, elle est folle furieuse. L'autre jour, on arrive à la maison, pour une raison que j'ignore, je recevais plus la fibre. Voilà, je recevais plus la fibre. Ça nous a pris 2 heures, moi ça m'énerve, moi je laisse tomber. Ma compagne a appelé Orange 36 fois et tout ça. Bon, le mec est venu 2 jours après. Apparemment, quelqu'un avait trafiqué dans la fibre, dans l'immeuble, et l'avait écrasé. Mais je veux dire, essayez de contacter Orange quand vous avez un problème comme ça, mais c'est dément. C'est dément. C'était là aux heures du soir, j'ai dit à ma compagne, écoute, on laisse tomber, parce que moi, j'ai pas envie qu'on se dispute entre nous. Mais je veux dire, tout le monde a ce genre de truc tous les jours. Tous les jours. Ça veut dire, sur les domaines où vous n'êtes pas compétent, et on a un domaine de compétence relativement faible, on est complètement démuni. Pour le coup, on est en situation de vulnérabilité dans tous les domaines que vous ne maîtrisez pas, vous êtes en situation de vulnérabilité. Et ça, c'est une question, je pense à l'article de Schnapper, que j'aime bien, que tu connais sans doute, Dominique Schnapper, c'était la fille de Raymond Aron. Il y a plusieurs années, elle a écrit dans Le Monde un article que je trouvais intéressant, de vulnérabilité, sur les domaines que nous ne connaissons pas. À qui peut-on faire confiance? Et j'aime beaucoup ce mot de confiance. À qui peut-on faire confiance? C'est le problème de fond actuellement. Comment redonner la confiance? Comment redonner la confiance? Avec des gens en face de vous et pas avec un répondeur qui vous débite une série d'âneries. Et ce que vous dites là, je trouve que c'est dommage que ça n'agite pas suffisamment les citoyens dans leur ensemble. On est en train de nous déshumaniser le monde dans lequel on vit. Au profit de qui? Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Vous voyez comme quoi c'était difficile la première fois. Je suis peur, parce que vous êtes très vieille arrivée. Ma thème de bio va être génial. Non, mais vraiment, je vous remercie pour le thème choisi. Je suis pour rien, mais vraiment, je vous en remercie parce que je crois que le seul fait de parler de vulnérabilité, c'est déjà bien poser le sujet. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, un sujet mal posé, mal traité. Voilà. Le seul fait de poser le sujet, c'est déjà, non pas le résoudre, mais en tout cas déjà se poser la bonne question. Et alors, vous m'avez remis, et je vous en remercie, la littérature qu'on va diffuser, parce que vraiment, je l'ai parcourue et je la trouve vraiment très forte. Vous donnez quelques pistes de fonctionnement social qui est propre à réduire les situations de vulnérabilité, et peut-être que, en qualité de directrice de l'établissement, je voudrais appuyer sur un élément sur lequel, à mon sens, on a, nous, la maîtrise dans les établissements, c'est le collectif. Vous l'évoquez, le collectif comme une condition d'autonomie des plus fragiles. C'est très bien développé, je vous renvoie peut-être à l'article, je ne vais pas le citer. C'est Castel, ça sert Robert Castel. Voilà, exactement. Voilà, le collectif, faire vivre ces espaces de collectif, c'est notre rôle, c'est notre mission. Je me tourne là vers la directrice l'encadre des soignants, hein, on a un vrai rôle. J'ai même fait les compliments des soignants tout à l'heure. Vous vous avez pas vu. Vous avez pas vu. L'individu ne tient pas debout tout seul, et à défaut de point d'appui assuré, il risque la mort sociale. Voilà, ça c'est un vrai point de travail pour nous. Et puis on a un autre point qui est le regard que nous renvoient les usagers. Vous l'avez très bien décrit, on est parfois enfermé dans nos propres logiques, qu'on crée nous-mêmes, et vous avez cité de nombreux acronymes, et on adore ça, et on s'enferme parfois en voulant bien faire d'ailleurs, hein, souvent. L'usager est là aussi pour nous rappeler qu'on n'est plus compréhensible, qu'on a oublié le principal, etc. Donc voilà, la force du collectif, ça, il nous appartient de la trouver dans les espaces institutionnels, dans les espaces de médiation. Vous avez fait référence, et je vous
vous en remercie à la mission confiée à Édouard Couty. Elle doit attirer notre attention. Elle continue là. Et voilà, et puis nous inviter aussi à la décliner de façon locale. Il a une mission nationale, mais on a, à mon sens, un rôle aussi à faire vivre il y a en une local. médiatrice ici, il y a Tout à fait. Voilà, mais il faut qu'on sache aller la voir quand il faut, et pas après. Hein, donc, voilà, donc cette force du collectif. Et puis, le seul fait de parler de la vulnérabilité, vous avez posé le sujet, peut-être en forme de conclusion, je peux vous en remercier. Avoir parlé, partagé ce sujet-là, pour moi, est-ce que l'inverse de vulnérabilité s'efforce? Je ne sais rien. Mais en tout cas, nous sommes conscients de ça.